Dans les histoires que nous racontons, je retrouve deux grandes forces délétères. D'un côté, il y a l'argent et l'attrait de la richesse. Et de l'autre, le pouvoir qui enivre. Voilà ce qui pousse les gens à dépasser les limites, à commettre ou à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites en temps normal. On me demande souvent si j'ai peur d'exercer mon métier de journaliste d'investigation. Et j'ai toujours répondu en toute franchise, non. Je dois dire que ma réponse a changé depuis cette histoire. A murder investigation being launched into the death of another Russian on British soil. He told his uncle a fortnight before he died, if anything happens to me in the next 2 weeks, it won't be an accident. Мама, не вернусь, прости, я не один. Пули как грибы, в поле не растут. Спущенные штаны меня выдают. Пушки Маузер, гангстер Тайзер. Денежки на стол, я этой ночью супервайзер. Время умирать, время выпускать когти. Londres baigne dans une mer d'argent sale. If you deal with somebody who has a very suspicious track record, someday it will come back to haunt you. Улицы кишат духом враждующих миров. На моем плече набито, я на все готов. En 2014, BuzzFeed m'a proposé de créer une équipe d'investigation à Londres. Pour moi, BuzzFeed, c'était des listes, des quiz et beaucoup de choses sur les chats. Je leur ai dit, attendez, c'est pas plutôt les chats votre truc? Mais j'avais travaillé dans des journaux moribonds et la proposition de BuzzFeed m'a semblé être l'occasion de faire quelque chose d'innovant. Alors j'ai accepté. Peu de temps après mon arrivée à la rédaction, dès ma première semaine de travail, le Standard a reçu un appel pour moi. Cette personne, qui souhaitait rester anonyme, m'a donné rendez-vous à une adresse située dans un quartier chic de Londres. Je me suis rendue dans cet appartement. J'étais curieuse. Je monte les marches, je toque à la porte s'ouvre, et c'est Michelle Young. Je la connaissais parce qu'elle avait défrayé la chronique avec un divorce très médiatisé. Elle était mariée à Scott Young, un homme à tout faire pour les hommes les plus riches de la planète, devenu lui-même multimillionnaire. Il était censé être à la tête d'une fortune d'environ 400 millions de livres. Mais au moment du divorce, apparemment, tout s'était envolé en fumée et il a affirmé qu'il n'avait plus d'argent. I will get cracking on a couple of ventures. I'm trying to prefer white in a very long marriage. Okay, let's just say 25, because tonight's round up. Okay. Well, no, I don't want 25. It's about 30 million. A fucking deal, or do you not want to do a deal? How can you ask for any more than that? After billions of pounds being hidden, and I've got the evidence. Okay, you can end up a sweet fuck all. Okay, Michelle, on that basis, it's a waste of time. Never threaten me again. Il a dû payer 20 millions de livres à Michelle. Mais l'argent n'a jamais été versé. Il n'a jamais payé. Et un an plus tard... Bankrupt property tycoon Scott Young has died after reportedly falling onto railings outside a luxury flat in central London. Police say Young's death is not being treated as suspicious.
Test, 1, 2, test. Ici Jane Bradley au domicile de Michel. Heidi m'a parlé de Scott Young dès que je suis arrivée chez BuzzFeed. On est allés toutes les deux interviewer Michel. C'est moi qui étais à la caméra pour filmer. Oui, je suis prête. Jane, essaye de faire en sorte que je passe bien. Dès l'âge de 12 ans, j'étais une petite curieuse. J'adorais écrire, poser des questions. Donc très tôt, j'ai su que je voulais être journaliste. Quand cette histoire s'est produite, je me suis dit que c'était vraiment un sujet intéressant et un peu trouble sur lequel enquêter. Vous avez une théorie sur la manière dont il est mort? Très honnêtement, je ne pense pas qu'il se soit suicidé. Je ne crois pas qu'il soit tombé. Je pense qu'il a été assassiné. Michel pensait que la personne qui l'avait tué lui cachait l'argent qui lui était dû. Elle voulait que j'enquête pour découvrir qui avait tué Scott et où était l'argent. Peu après 17 h, le 8 décembre 2014, Scott Young est tombé de la fenêtre du 4e étage et s'est empalé sur ses grilles. Il a été tué sur le coup. Il était mort d'une chute improbable et épouvantable depuis la fenêtre de son loft. J'étais intriguée. Je me demandais pourquoi il avait connu une fin si précoce et quels étaient les secrets de l'histoire. Je commence par regarder en haut puis en bas ou bien l'inverse? Je recommence. C'est parti. Je n'ai jamais cru au suicide. J'étais profondément choquée et traumatisée. Juste avant sa mort, Scott a participé à l'émission Ladies of London avec sa petite amie, Noël Renaud. Scott jouait très bien la comédie, mais c'était plutôt un acteur de seconde zone. Yeah, I remember that. Things haven't changed. Tabloid heaven. Yeah, absolutely. Clairement, il vivait toujours dans le luxe. Scott, how are you? Tell me about the new place. Enjoying it. Yeah, we're feeling settled there. We've got in. We love the area. We're happy for now. Quand Scott a été retrouvé mort, après tout ce qui s'était passé, j'étais complètement choquée. Michel disposait d'une immense manne de documents au sujet de Scott Young. La plupart de ces documents étaient connus suite au processus de divulgation durant son divorce avec Scott. Une procédure qui avait duré 8 ans. On s'est donc retrouvé avec 250 cartons de documents. On allait enfin pouvoir mener une enquête approfondie sur la mort de Scott Young. La première question qui s'est posée était la suivante. Comment gérer une telle quantité de documents? C'est là que Richard Holmes est entré en scène. Quand j'ai su que BuzzFeed se lançait dans le journalisme d'investigation, j'ai voulu faire partie de l'aventure. J'ai d'abord contacté Heidi sur Twitter, puis j'ai envoyé un email. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle ait répondu à cet email. Il me harcelait sur Twitter depuis des mois en disant qu'il voulait travailler avec nous. Je me suis dit que j'allais lui envoyer 3 emails par mois pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'elle me réponde enfin. Je me suis dit, on a un jeune assistant qui a très envie d'aider et on a aussi une immense quantité de documents. C'est comme ça qu'on a embauché Richard. On lui a dit, ta mission est de scanner chacun de ces documents à la main. Et Richard était totalement partant. Il y avait plus de 250 cartons et il fallait tout scanner. Et Heidi m'a annoncé, si tu peux faire ça en un mois, ce serait génial. Il a dû arracher chaque agrafe de chaque document à main nue. Le pauvre.
En examinant tous ces éléments qui n'avaient jamais été analysés, la situation est devenue beaucoup plus claire. Toute l'équipe s'est passionnée pour le sujet, ce qui est assez rare. C'est là qu'Heidi a réalisé qu'elle tenait une grosse affaire. Ma formation en journalisme, j'ai fait pas mal de journalisme de données. C'était un peu un truc de geek, mais c'était ma passion au début. Quand on me demande pourquoi j'ai voulu devenir journaliste d'investigation, c'est parce que j'avais juste envie de foutre la merde. On a passé des mois entiers à éplucher des documents sur la vie de Scott. Et on s'est fait une bonne idée du genre d'homme que c'était. Franchement, je crois que j'en suis venu à l'admirer. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est parti de rien. Il est né dans un HLM à Dundee. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et avec le temps, il est devenu organisateur de soirées. Il était charmant, il avait du charisme, il était extrêmement drôle, je le croisais partout. Après quelques rendez-vous, il m'a dit « Je vais t'épouser et te faire des enfants ». À l'époque, je me suis dit « Oui, c'est ça, cause toujours ». Mais j'ai fini par l'épouser et on a eu 2 très belles filles. Nous avons eu une vie de famille très heureuse. La suite, vous la connaissez. Parlez-moi de votre rencontre avec Scott Young. Je l'ai vu débarquer dans une Ferrari rouge qu'il a garée en bateau sur le trottoir. Vous voyez le genre. Il ne conduisait jamais la même voiture. Ferrari, Porsche, Bentley. D'après sa femme, il avait une voiture pour chaque jour de la semaine. Je dirais plutôt pour chaque jour de l'année. J'ai eu l'impression que tout le monde le connaissait et qu'il connaissait tout le monde. C'était un sacré personnage. Il voulait être l'homme le plus riche de la planète. Très impressionnant. Mais on a sympathisé et on est devenus bons amis. On déjeunait ensemble 5 fois par semaine. Il avait toujours quelque chose sur le feu. Il investissait toujours dans de très bonnes start-up. C'est là qu'il avait fait la majorité de sa fortune. Il a pu se payer des maisons magnifiques. Et il avait un immense patrimoine immobilier. Mais il travaillait énormément, donc il n'était à la maison que lorsqu'il en avait le temps. Dans le même temps, Scott Young était devenu ce qu'on appelle un fixeur, le type qui est là pour brouiller les pistes de l'argent sale. Il était en affaire avec l'une des plus grandes familles criminelles du pays. The Addams family. One of London's and the country's longest established organized crime gangs. Scott est devenu très proche d'un des boss de la famille. Il les aidait à blanchir leur argent sale. Je ne savais pas du tout qu'il fréquentait ces gens-là depuis de nombreuses années. On raconte que Scott allait en boîte de nuit et dépensait 50 000 livres en cocaïne. Il aspergeait tout le monde de champagne. Vol en jet privé, vacances en yacht. Il voulait acheter un yacht, un hélicoptère, et on visitait des maisons immenses. Scott s'amusait beaucoup quand il n'était pas chez lui. Il avait plusieurs petites amies. Il menait une vie parallèle, loin de sa famille. Il vivait comme ça, dans un luxe sidérant, dans un luxe à couper le souffle, mais aussi dans un danger croissant. Je m'appelle Kaveh Moussavi, je suis avocat spécialisé dans les droits de l'homme et dans l'arbitrage international. J'aime à penser que je suis quelqu'un qui respecte la loi. En 1996, j'ai visité une magnifique maison dont nous sommes tombés amoureux. Elle avait une histoire extraordinaire. J'ai fait mon bureau dans une des extensions et c'est là que je travaillais en ce dimanche fatidique où Scott Young est arrivé. Il était en voiture et il a vu la maison. Sa femme et lui ont décidé qu'ils voulaient l'acheter. Scott dans toute sa splendeur. Il m'a dit « J'ai un avion, un Concorde à 6 heures, je suis pressé.
Il a fini par expliquer qu'il voulait acheter la maison en liquide. J'ai dit, Scott, je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas accepter des millions de livres en liquide. Il m'a dit, je vais vous ouvrir un compte en Suisse et j'y dépose l'argent sous le sceau du secret bancaire. J'ai répondu, Scott, je sais que vous voulez aller vite et je vais tout faire pour vous arranger. Mais il y a des règles. Finalement, on a trouvé une solution. Il a organisé un virement bancaire en bonne et due forme et la maison a été vendue. Je n'ai plus entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il s'empale sur une grille à Londres. En même temps, il faisait affaire avec des gens louches. Comme dit le proverbe, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Les deux filles de Scott, Sasha et Scarlett, n'ont appris la mort de leur père que quelques jours plus tard. Elles ne voulaient pas y croire. Elles savaient qu'il s'était rendu dans une clinique psychiatrique sécurisée quelques jours auparavant et que sa sortie n'était pas programmée pour tout de suite. Donc elles ont cru qu'il était toujours en sécurité là-bas. Scott a eu des problèmes de drogue pendant des années. Tout le monde s'inquiétait pour sa santé mentale. Ça a commencé dès le début de notre relation. Il avait un très mauvais caractère. Sans raison, il balançait des choses. Il était violent. C'était vraiment choquant de voir quelqu'un dont j'étais aussi proche, sans raison, se transformer en psychopathe. Ça arrive souvent chez les gens très puissants. Ils ont un côté très dominateur. Mais je suis quand même tombée amoureuse de lui. Il y avait du bon et du mauvais. Avant de mourir, il a connu un épisode psychotique. Il est allé à la clinique pour une psychose due à la cocaïne. Il allait être traité et tout allait rentrer dans l'ordre. Le jour de sa mort, Scott est sorti de la clinique psychiatrique après avoir été examiné. Et il est revenu dans l'appartement de Noel Renault. Elle était sur le point de faire changer les serrures suite à leur récente rupture. Noel Renault est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Apparemment, ils se disputaient. Elle lui a demandé de quitter l'appartement, mais il n'a pas voulu. Donc elle est partie pour prendre un café. Apparemment, Scott aurait ensuite appelé Noël pour lui annoncer qu'il allait sauter par la fenêtre. 15 minutes après le départ de Noël, Scott a été retrouvé mort. Elle a dit à la police qu'elle croyait qu'il s'était suicidé. C'est d'après son témoignage, selon lequel Scott lui avait dit qu'il allait sauter, que la police en a conclu qu'il s'était suicidé. Ce que cette version ne dit pas, c'est que Scott avait confié à ses amis qu'il pensait que des tueurs à gages étaient à sa recherche. Il avait peur qu'on l'empoisonne. Il pensait que sa vie était en danger et il avait demandé la protection de la police. Scott est devenu mentalement instable. Il avait visiblement des problèmes mentaux que nous avons essayé d'analyser et de prendre en compte. Mais il fallait aussi se pencher sur les menaces qui pesaient sur Scott. Scott avait pour habitude, lorsqu'il se sentait menacé, de se rendre dans des cliniques psychiatriques. Il a dit à ses filles qu'il avait fait ça plusieurs fois parce qu'il avait peur et que c'était un endroit sûr pour éviter les personnes qui voulaient le tuer. Il était admis en manifestant toutes sortes de signes de manie et de délire. Et dès que la menace était passée, il allait soudainement beaucoup mieux et il pouvait, comme par magie, ressortir de la clinique. Il pensait être suivi. Si quelqu'un venait s'asseoir à côté de nous, il disait qu'on le suivait. Je trouvais que c'était absurde, mais j'ai découvert plus tard qu'il était bien suivi. La dernière fois qu'il est allé en hôpital psychiatrique, c'est parce qu'il croyait être en danger. Il a dit à son entourage qu'il allait se cacher là-bas pendant quelques jours. Quand on m'a dit qu'il était mort, je me suis dit, ça ne colle pas. J'ai su que quelque chose clochait forcément.
Scott n'aurait jamais pu sauter par la fenêtre. Il aurait été pétrifié par le vertige. Et puis, il y a ce qui est arrivé aux ordinateurs et aux téléphones portables de Scott. Il y a tellement d'éléments qui indiquent que c'est une mort suspecte. La police est entrée chez lui et n'a pas relevé d'empreintes digitales. Elle n'a pris que quelques photos de la scène. Et l'expertise médico-légale a été minimale. Il y a trop de questions brûlantes en suspens pour accepter l'hypothèse du suicide. Nous disposions d'une pléthore d'informations. On avait accès à ses emails, à ses relevés téléphoniques, à ses virements bancaires. J'ai vraiment commencé à me faire une bonne idée du bonhomme. Ce n'était pas du tout le type ultra riche, bien établi, qui disposait d'une immense richesse. C'était plutôt quelqu'un qui empruntait de l'argent à tout le monde pour rembourser d'autres gens à qui il avait déjà emprunté. Clairement, il essayait d'échapper à certaines personnes. Le moment où j'ai compris ça, c'est en lisant un email qu'il avait envoyé. N'appelez pas sur le téléphone de la maison. Il y a eu des meurtres. Et il y a une avalanche de SMS et d'emails disant « Je vais vous donner votre argent ». À mesure que je lisais et que je découvrais des informations sur Scott et sur ce qu'il faisait, un nom a commencé à se détacher, celui de Boris Berezovsky. Boris Berezovsky est connu en Russie comme étant le parrain des oligarques. Today worse than yesterday, but better than tomorrow. Il fait partie de ce groupe d'hommes d'affaires russes ultra riches qui ont profité de la chute du communisme, à l'époque où la Russie s'est jetée à corps perdu dans le capitalisme. Mais il y a une autre facette de Boris Berezovsky, extrêmement louche et répugnante. Il est lié à des gens très dangereux. Quand nous avons découvert les liens de Scott Young avec Berezovsky, nous avons su qu'il était en danger, comme toute personne qui se trouve dans le sillage de Berezovsky. Scott était un homme très secret. Il a eu beaucoup de liaisons et il ne voulait pas que ça se sache. Même s'il disait qu'il m'aimait, il menait une double vie. Il ne voulait pas que je sache exactement d'où venait l'argent et ce qu'il faisait. Un jour, nous avons été invités à dîner et Boris Berezovsky était là. C'est là que j'ai réalisé pour la première fois que Scott était en affaires avec les Russes. Quand Boris voyageait avec sa femme de l'époque dans une voiture, il y avait toujours un autre véhicule rempli de gardes du corps des services secrets. Il avait déjà été la cible d'attentats. Происходит вот такая трагедия, потому что действительно в 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моего водителя, да? И это не может не заставить серьезно задуматься вообще, так скажем, над смыслом жизни, вообще над тем, что ты делаешь. И для меня было, я думаю, как и для любого человека, который попадает в такую ситуацию, два выбора. Либо забиться в угол, либо воспринять то, что произошло, как просто подарок. J'ai dit à Scott, fais très attention si tu fricotes avec les Russes. Ce sont des gens dangereux. Tu risques ta vie.